Il est 18h30, quand un homme se précipite dans un bar qu'il a l'habitude de fréquenter. Un homme nommé Ronald DeFeo Jr. Ronnie, comme il est surnommé, est dans un état de stress incroyable. Et pour cause, il vient de retrouver sa famille massacrée dans la maison familiale. La police débarque à la maison située au 112 Ocean Avenue, dans la petite ville d'Amityville, dans l'État de New York, et découvre effectivement les corps de 6 personnes criblées de balles, dont 2 adultes et 4 enfants, les parents et les frères et sœurs de Ronald DeFeo Jr. Seulement voilà, très vite, les soupçons vont se tourner vers le jeune homme. C'est donc comme ça que vont débuter les horreurs liées à la maison du 112 Ocean Avenue. Alors si aujourd'hui je vous racontais les drames et les mystères entourant la célèbre maison d'Amityville, ça vous intéresse ? Ronald DeFeo Sr. rencontre sa femme, Louise, à New York. Ils vont rapidement emménager ensemble à Brooklyn. Puis vint le moment où Louise mit au monde son premier enfant, Ronald Jr., en 1951. Puis viendront d'autres enfants, Dawn, Allison, Mark et John. Et bien entendu, avec une aussi grande famille, on est à l'étroit, dans un petit appartement de Brooklyn. Alors, la famille décide de s'éloigner de la ville, pour s'installer dans le petit village d'Amityville, dans une maison située au 112 Ocean Avenue. Néanmoins, le quotidien des DeFeo n'est pas aussi idyllique qu'il n'y paraît. En effet, le père, Ronald Sr., est assez abusif envers sa famille. Il a un tempérament violent et a l'habitude de s'en prendre à sa femme, mais aussi à son aîné, Ronald Jr. C'est ainsi que se construit le jeune homme, et pour échapper à ce quotidien assez terrible, il se réfugie dans la drogue et l'alcool. Son comportement à lui aussi est de plus en plus violent, et il est régulièrement impliqué dans des altercations et commence à commettre des délits. En plus de cela, on lui décèle quelques faiblesses psychologiques. Mais le paroxysme de la violence au sein du foyer a lieu en 1974. Le père DeFeo est toujours aussi violent avec sa famille. Et c'est une énième dispute avec son père qui va faire vriller l'esprit de Ronnie. Le 13 novembre 1974, à 3h du matin, Ronald DeFeo Jr. sort de son lit et se munit d'une carabine de calibre 35, la charge et se dirige vers la chambre de ses parents. Il entre lentement et silencieusement dans la chambre et tire sur ses parents. Calmement, il se dirige vers la chambre de ses frères et sœurs. Dawn, Allison, Mark et John seront à leur tour tués dans leur sommeil, massacrés à coups de carabine. En l'espace d'à peine 15 minutes, Ronald DeFeo Jr. a décimé l'ensemble de sa famille. Je ne me contrôlais pas. Je n'étais pas en contact avec la réalité au moment où j'ai fait ce que j'ai fait. Je n'avais aucun contrôle. Après ce qui est arrivé, c'était comme un cauchemar. Je suis en train de regarder ma mère et mon père morts, mes sœurs, j'étais terrifié. J'ai couru hors de la maison, sauté dans ma voiture, foncé dans la rue, trouvé mes amis et je suis revenu à la maison. Une fois la tuerie accomplie, il va ramasser les douilles de fusil, va les cacher et aller prendre tranquillement une douche. Il va se débarrasser de la carabine, se rendre dans un bar qu'il a l'habitude de fréquenter et va demander de l'aide. C'est donc là que la police va se rendre au 112 Ocean Avenue et constater le massacre qui a été accompli. I got to the house, I seen Ronald DeFeo Jr. standing outside with a few of his friends, and I asked him what happened, and he said his mother and father were killed. And I checked the upstairs bedrooms, and I found Mr. and Mrs. DeFeo laying face down in their beds. L'enquête va débuter et de nombreuses questions vont faire leur apparition. Comment est-ce qu'aucun des membres de la famille n'a été alerté par le bruit de la carabine ? Chacun des corps des membres de la famille DeFeo était bien allongé dans leur lit respectif. Et l'impact des balles indique bel et bien qu'ils ont été tués à cet endroit et que les corps n'ont pas été déplacés. Personne ne s'est défendu, et aucun des membres de la famille n'avait ingéré de somnifères, ni même aucune substance. Même le voisinage n'a pas été alerté par le bruit. Understand how he could do this on his own, having all these people laying in a face-down position, except for the fact that the night of the murders,
We had a terrible storm and there was a lot of lightning and thunder, so that may have covered the shots. On va même soupçonner qu'il y ait eu plusieurs tueurs, qui auraient tiré simultanément. Mais la piste n'est pas convaincante. Ronald va donner comme hypothèse un meurtre orchestré par la mafia. La piste est envisagée. La famille DeFeo, ayant des origines italiennes, aurait peut-être trempé dans des affaires. Mais la piste n'est pas convaincante non plus. C'est quand les douilles de la carabine sont retrouvées que certains doutes commencent à peser sur Ronnie, et son interrogatoire s'intensifie, et il devient un suspect potentiel. Puis, à force d'être cuisiné, il finit par craquer et admet que c'est lui le tueur. Il va se défendre de plusieurs manières différentes. Déjà en reportant la faute sur sa sœur Dawn, qui aurait participé au massacre, et il affirme que c'est elle qui a tué les enfants, alors que lui n'en avait qu'après son père, que les autres membres de la famille étaient des victimes collatérales. Allez, la faute a pas de chance. C'est lorsqu'il s'est aperçu que sa sœur avait tué les enfants qu'il décide de la battre elle aussi pour mettre fin à sa folie meurtrière. Bien entendu, cela ne va pas convaincre la police. Alors si ni la mafia ni sa sœur pouvaient porter le chapeau, il ne pouvait que plaider la folie. Il va donc prétendre avoir entendu des voix qui lui auraient dicté de tuer toute sa famille. Et c'est ainsi que, possédé, il obéit à la voix, qui lui aurait dit « attrape-les, tue-les ». Tout au long de son procès, Ronald DeFeo Jr. va plaider la folie, sûrement pour avoir une peine plus légère. Il écopera cependant d'une peine de prison à perpétuité. Je crois que la véritable horreur d'Amityville, c'est moi. Parce que c'est moi qu'on a condamné pour les meurtres de ma famille. D'après eux, c'est moi qui ai fait le coup. C'est moi qui suis censé être possédé par le démon. Un pasteur m'a observé dans la salle du tribunal pendant que je faisais ma déposition. Selon lui, pour parler comme ça, il fallait que je sois possédé par le démon. Des interrogations subsistent sur l'affaire du meurtre d'Amityville. Pourquoi les membres de la famille ne se sont pas réveillés en entendant les coups de feu? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé Ronald DeFeo Jr. à passer à l'acte? La folie? Bien entité démoniaque, comme il l'a parfois laissé entendre. La suite des événements va populariser la seconde hypothèse. George et Kathy Lutz, un couple de trentenaires fraîchement mariés, et les enfants de Kathy forment une famille recomposée. Et tout ce beau monde est à la recherche d'une maison. Et quelle chance! George en a repéré une. Une maison immense, à 1 heure à peine de la ville de New York, bien en dessous du prix du marché. Il s'agit bien évidemment de la maison d'Amityville. La famille Lutz est au courant des événements ayant eu lieu 1 an auparavant, mais cela ne les freine pas, et achète donc la maison qui comporte 6 chambres, un salon, une salle à manger, une véranda, un garage, une piscine et un hangar à bateau pour 80 000 $. Une affaire. Les Lutz ne sont donc pas réticents à habiter cette maison où peu de temps auparavant s'est déroulé un massacre. Ils ne sont pas superstitieux. Et pourtant, il va falloir seulement 1 heure après l'emménagement de la famille avant que Harry, le chien, ne manque de se pendre en sautant la barrière. Sa laisse trop courte va le faire se suspendre avant qu'il ne soit secouru à temps. Rien de paranormal pour George, juste un accident. Trop heureux de leur acquisition, les Lutz invitent leurs amis un à un à visiter le 112 Ocean Avenue. Et la réputation de la maison leur arrive aux oreilles. Et un ami de George lui conseille, juste comme ça, de faire bénir la maison, à cause des événements précédents, ce que George accepte de faire. Le prêtre fait le tour de la maison, et il a d'étranges impressions, d'étranges sensations. Il commença par l'étage supérieur de la maison, puis termina par le bas. Il conseilla aux Lutz de ne pas se servir d'une pièce du haut comme chambre à coucher, qu'il faudrait s'en servir pour autre chose. Il aurait même entendu une voix lui murmurer « Va-t'en ». Pendant leurs premiers jours de présence dans la maison, George dort très mal. Il se réveille chaque nuit à 3h15 du matin, l'heure présumée où Ronald DeFeo Jr. a commencé à perpétrer le meurtre de sa famille. Et George avait des impressions étranges. Il jurait même parfois entendre des voix. Il n'y a pas que le sommeil de George qui a changé, car son comportement aussi va évoluer.
il va devenir distant avec sa famille. Nerveux et colérique, il s'en prenait à ses enfants et à son épouse sans raison particulière. D'autres événements inquiétants vont se manifester. Les portes s'ouvrent toutes seules, la température chute brutalement, et des mouches abondent dans la maison et ce, même en plein hiver. Des odeurs nauséabondes inondent la maison. Des objets se déplacent tout seuls et des bruits sourds se font entendre à n'importe quelle heure dans la maison. Et George Lutz est constamment frigorifié. Il a tout le temps froid, malgré les radiateurs allumés à fond et le feu allumé dans la cheminée. Cela tournait parfois à l'obsession. Il va, au fur et à mesure, perdre beaucoup de poids et s'isoler jusqu'à ne plus aller travailler. Cependant, George Lutz n'est pas le seul à ressentir des choses étranges. Sa femme Cathy, elle aussi, y a subi quelques tourments. Elle sentait des présences. Présences qui se sont parfois manifestées physiquement. Elle a été enlacée parce qu'elle pensait être une présence, une femme. Quand elle me l'a dit, elle avait très peur. Ça la perturbait beaucoup. Missy, la fille du couple, a elle aussi ressenti des choses étranges. Elle explique à ses parents qu'elle a une amie nommée Jodie et que Jodie est un cochon. La nuit, les membres de la famille entendaient des bruits de pas dans la maison. Et des taches noires apparaissaient petit à petit sur les murs. La vie devient impossible pour les membres de la famille Lutz au sein du foyer. Et c'est à bout de force, physique et mentale, qu'ils décident de quitter la maison le 14 janvier 1975. Les Lutz ont donc quitté le 112 Ocean Avenue précipitamment, en laissant leurs affaires derrière eux, et n'y retourneront plus jamais. Et ce seulement après y avoir vécu à peine 28 jours. Ils iront trouver refuge chez la mère de Cathy, et vont se confier à leurs proches sur les événements qu'ils ont vécus, notamment au prêtre qui était venu bénir leur maison, qui leur conseillera de se tourner vers Stephen Kaplan, le fondateur de l'Institut de parapsychologie de Long Island, afin que celui-ci mène une enquête sur ce qui s'est passé. En parallèle, George va contacter William Weber, l'avocat de Ronald DeFeo Jr., afin d'en savoir plus sur d'éventuels événements paranormaux vécus par l'accusé dans la maison. Et lors de cette rencontre, Weber va soumettre l'idée aux Lutz de faire de leur histoire un livre, voire même un film, ce que le couple va refuser. Il va néanmoins les convaincre de donner une conférence de presse, afin de raconter leur histoire, et l'affaire va commencer à être médiatisée dans les journaux, et on commence alors à parler de la terrible maison d'Amityville. Kaplan, quant à lui, après avoir investigué dans la maison, va en conclure qu'elle n'a rien de paranormal, et que cette histoire s'apparente à un mensonge, et va couper tout lien avec les Lutz. L'affaire va prendre de l'ampleur et les médias s'emparent du phénomène. Et vous savez qui on appelle quand une affaire de paranormal devient médiatique ? Oui, c'est Emmanuel Macron. Je suis bien sur le portable de Gérard Majax. Non, pas du tout. Et je vous dérange pas ? Si je tourne Non, une vidéo. Bah, pardon, je comprends qu'on puisse penser que c'est une imitation. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas mis en porte-à-faux en vous convoquant hier soir, voilà. Il faut, mec. Alors, qui on appelle ? On appelle Ed et Lorraine Warren, le célèbre couple d'enquêteurs du paranormal. Le couple même que l'on peut voir dans les films Conjuring. Le couple se rend donc au 112 Ocean Avenue, et tout de suite, Lorraine Warren ressent l'aura maléfique qui habite la maison. Ils firent venir des parapsychologues, des médiums et une équipe télé afin d'enquêter sur la maison. When I walked into that home, I knew that I was dealing with a tremendously powerful evil force. Evil that doesn't always personify itself. Ils y firent entre autres des séances de spiritisme où Lorraine Warren affirme être entrée en contact avec l'entité maléfique qui aurait poussé Ronald DeFeo Jr. à massacrer sa famille. Rien que ça. Et ce n'est pas la seule, car d'autres médiums sur place disent ressentir la présence maléfique d'être terrifiant. Oui, c'est Emmanuel Macron. Hormis les dires des médiums, rien de palpitant n'a été enregistré par les caméras de télé. Cependant, c'est quelques jours plus tard qu'un élément très intriguant va être remarqué. C'est une photo prise sur place qui va faire beaucoup de bruit.
on distingue clairement sur le cliché le visage d'un enfant dans l'escalier. Alors qu'évidemment, au moment où le cliché a été pris, aucun enfant n'était présent dans la maison durant les investigations. On a appelé Missy et on lui a demandé qui c'était. Et elle a dit « Oh, c'est le garçon avec qui je jouais là-bas ». C'était la première fois qu'on en entendait parler. Suite à tout cela, les Lutz partirent s'installer en Californie. Leurs meubles furent vendus et la maison saisie par la banque. Ils sont approchés par un éditeur qui leur propose de raconter leur histoire dans un livre. Et le couple cède à la tentation et sont mis en relation avec l'écrivain Jay Hanson. En parallèle, un enquêteur du paranormal extrêmement célèbre à l'époque, Hans Holzer, affirme qu'il pénètre dans la maison pour trouver des réponses aux événements qu'elle abrite, et surtout pour apporter un peu plus d'éléments pour le roman. Il arrive à la conclusion à la présence d'esprits amérindiens dans la maison, pour protéger un ancien cimetière de natifs, et que ce serait un certain chef indien qui a possédé Ronald DeFeo Jr. au moment du massacre. Il arrive à la conclusion que la maison était construite sur un ancien cimetière indien, et qu'aucun des habitants de celle-ci ne pourrait être en paix. Quoi qu'il en soit, en 1977, paraît le livre The Amityville Horror. Le livre, écrit par Jay Hanson, assisté de George et Kathy Lutz. Et le bouquin est un énorme carton. Le livre est vendu comme étant une histoire vraie. Et le succès récent du film L'Exorciste crée l'engouement autour de la sortie du livre. Malheureusement, l'auteur Jay Hanson ne va pas jouir longtemps du succès colossal de son livre, car il va décéder peu de temps après. Ouais, t'as trop la rage. Ouais. Puis vient en 1979 le moment de l'adaptation cinématographique du livre, Amityville, la maison du diable, qui à son tour sera un succès énorme et popularisera à son tour l'affaire Amityville, encore populaire aujourd'hui. Tellement populaire qu'on dénombre pas moins d'une vingtaine d'adaptations cinématographiques de l'affaire. Alors après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens liés à la maison ? Ronald DeFeo Jr. a toujours été reconnu coupable de ces meurtres. Il est resté enfermé jusqu'à la fin de sa vie, en mars 2021. En ce qui concerne la famille Lutz, après les événements, ils sont partis s'installer en Californie. Et quand le livre et le film sont sortis, ils ont bien entendu touché des droits, et se sont donc mis plutôt bien financièrement. Ils ont affirmé jusqu'à leur mort, en 1988 pour Kathy et en 2006 pour George, que les événements décrits étaient réels et qu'ils n'ont rien inventé. Alors, qu'est-ce qui hante la maison ? Qu'est-ce qui tourmente ses habitants ? Pour cela, voyons le passé de la maison. Il est affirmé ici et là qu'elle a été bâtie sur un ancien cimetière indien, plus précisément de la nation Shinnecock, qui vivait dans la région, et que ce serait l'esprit d'un de ses chefs qui déchaîne sa colère et sa malédiction. Seulement voilà, après de nombreuses recherches, dont des recherches menées dans les archives de la ville d'Amityville, il n'est aucunement spécifié que la maison a été construite sur un cimetière indien, ni même qu'un cimetière indien se trouvait à proximité de l'emplacement de la maison. Une autre légende tenace parle d'un individu nommé John Ketcham, un homme accusé de sorcellerie lors des procès de Salem. Il aurait été chassé et aurait alors trouvé refuge à Amityville, où il aurait vécu et serait mort à l'emplacement de la célèbre maison. Ce serait lui qui entrait le lieu. Alors, il y a eu effectivement un John Ketcham dans la région, mais pas à Amityville, à Huntington, à une quinzaine de kilomètres de là. Il a vécu et est mort et enterré à Huntington. De plus, on ne retrouve pas de traces de lui dans les archives judiciaires de l'affaire des sorcières de Salem. Alors donc, quel est le vrai passé de la maison ? Tout commence en 1913, quand une ferme est bâtie sur le terrain de l'actuelle maison. Et c'est en 1924 que la fameuse maison est construite, sur un simple terrain agricole. Pas de cimetière indien ou de sorciers maléfiques. Mais il y a bien quelque chose qui hante les habitants de la maison. Peut-être pas, car après la fuite des Lutz, la maison est saisie par la banque, qui la vend à la famille Cromarty, qui ne vit rien de paranormal au sein de la maison. La seule chose qui les hante, ce sont les centaines de curieux qui s'accumulent autour de la maison suite à la médiatisation de l'affaire.
Et comme cela, de nombreux propriétaires se succèdent au 112 Ocean Avenue sans que rien ne se passe. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aux Lutz dans les années 70 ? Il est probable que rien. En effet, 1 an avant que les Lutz n'achètent la maison, celle-ci avait déjà fait parler d'elle avec le massacre des DFO. Et les Lutz auraient peut-être profité de ces événements, surfé sur la médiatisation entourant la maison, en inventant une histoire de possession et d'esprit démoniaque. Les Lutz se disaient effrayés et ne pas vouloir ébruiter l'affaire. Mais alors pourquoi donner des conférences de presse et des interviews ? Pourquoi donner leur accord pour l'écriture d'un livre et d'un film ? George Lutz lui-même, au moment de son décès, était en train d'écrire un livre sur Amityville. Ouais, t'as trop la rage. Ouais. L'affaire a été financièrement bénéfique aux Lutz, qu'on le veuille ou non. Même leur fils, Daniel Lutz, participe en 2013 à un documentaire sur l'affaire, nommé My Amityville Horror, où il raconte sa propre expérience sur place. Comme je le disais plus tôt, avec le nombre de films sortis, l'histoire du 112 Ocean Avenue continue d'apporter des millions de dollars. D'ailleurs, qu'est-il advenu de la fameuse maison ? Depuis les Lutz, elle a connu de nombreux propriétaires et a subi quelques modifications. Les fenêtres, en quart de cercle, qui rendaient la maison particulièrement reconnaissable, ont été remplacées par des fenêtres carrées plus classiques. La maison a également été repeinte, dans des couleurs plus claires. Et le numéro de la maison aussi a été changé. Elle ne se trouve plus au 112 Ocean Avenue, mais au 108. La maison est même floutée sur Google Earth. Malgré tous ces doutes, la maison s'est quand même inscrite dans la culture populaire. De nombreux livres, films et séries télévisées ont été inspirés par cette histoire, mettant en scène les histoires de possession démoniaque, de fantômes malveillants et de phénomènes surnaturels dans la fameuse maison. En fin de compte, l'histoire d'Amityville reste un sujet controversé et mystérieux. Il est difficile de savoir, avec certitude, ce qui s'est réellement passé dans cette maison, que ce soit chez les DFO ou chez les Lutz. Mais il est clair que l'affaire a captivé l'imagination des gens et a inspiré de nombreux récits terrifiants. La maison elle-même restait debout jusqu'à nos jours et est encore habitée. Il y a des visites organisées pour les curieux qui veulent voir de plus près la fameuse maison hantée d'Amityville. Alors, maison hantée ou canular particulièrement rentable, quelle est la vérité derrière la maison du diable ? Vous êtes libre de laisser votre propre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. Cela fait vivre la chaîne et moi sur ce je vous dis à très bientôt. Il y a des bruits dans la maison.